fondée de penser que les concepts sont donc des formes statiques, immobiles, rigides, donc ratant le mouvement de la vie. Le dernier étage de la pensée du concept, je dis bien, rassurez-vous, c'est le dernier. Et après, il n'y a plus. Je pense que c'est plus possible d'ailleurs. La philosophie, c'est dans l'histoire. Hein. Il y a des expériences, la philosophie fait des expériences, l'une, puis l'autre, et puis après, elle mute. Hein. Elle mute. Pour survivre, il faut qu'elle mute. Cette mutation post-hegelienne, c'est Nietzsche, c'est Kierkegaard, c'est justement parce que voilà, quelque chose est advenu qui n'est peut-être plus dépassable comme tel. Comment donc introduire le mouvement, introduire la vie dans cette unité du concept ? C'est là qu'il y a le coup de force de Hegel, qui est comment introduire la vie dans le concept, c'est en introduisant la négation. Pensez que l'en-soi quant à soi, tout en soi, en fait, est travaillé par le non. Il y a du non dans le concept, du non, de l'opposition. C'est-à-dire que l'opposition n'est pas dehors, elle est dedans. Enfin, c'est la grande idée hegelienne, n'est-ce pas ? C'est que l'extérieur est à l'intérieur. C'est que l'opposé que marquait la définition, cette totalisation par définition, marquant les limites, n'est-ce pas ? Ben non, justement, le dehors est dedans. L'autre est dans le même. C'est ça la grande idée hegelienne. D'où lui vient-elle ? Du religieux, je dirais du chrétien. Dieu qui est devenu le Christ. Dieu Père mort sur la croix. Ah, ça, c'est du nom qui est dedans. La grande idée chrétienne, c'est ça, n'est-ce pas ? C'est d'avoir pensé qu'il n'y a pas les dieux et les hommes, les uns séparés des autres, n'est-ce pas ? Mais pensez plutôt Dieu devenant homme, n'est-ce pas ? C'est-à-dire Dieu se mettant du nom en lui-même, n'est-ce pas ? C'est ça qui fait la grande idée hegelienne, c'est celle-là, elle n'est pas de lui. Hein. Elle est chrétienne, simplement il l'a rendue logique. Et là, comme on dit, dialectiser, ce sera donc ma dernière version du concept, le concept dialectise. Il dialectise, non seulement il formalise, comme dit Kant, mais il dialectise. Dernier étage du concept, alors cette idée donc chrétienne, qui est l'idée forte du christianisme, qui est de dire que Dieu, pour être Dieu, doit se nier comme Dieu. Dieu Père se conçoit comme Fils, et Fils mourant sur la croix, comme un esclave. C'est pas ? De là qu'il devienne esprit. Hein. Je résume. Mais c'est bien de ça qu'il s'agit, de cette scansion-là, donc, faisant apparaître du non au sein de l'affirmation de Dieu. Sinon, Dieu, s'il n'est que Dieu, il s'ennuie, n'est-ce pas ? Il faut que Dieu, introduisant en lui du négatif, s'oppose à lui-même, se révèle autre que lui-même pour se promouvoir en tant que Dieu, bref, devenir esprit. Alors cette idée-là, c'est celle l'idée que Hegel dialectise, hein, et dont il fait le mouvement propre au concept. Donc, ce coup de force, coup de génie, je ne sais pas comment le nommer, de Hegel, qui est d'introduire le non au sein de l'en-soi, au sein du même. L'autre n'est pas extérieur, l'autre est dedans. C'est ça la grande idée hegelienne. La négation n'est pas dehors, elle est ce qu'a pensé la philosophie classique, hein, jusqu'à Spinoza. La négation est dehors. Non, la négation est dedans. Elle est dedans. La contradiction n'est pas ce qui m'oppose au reste, aux autres, c'est ce qui est au sein de moi-même. Donc, en introduisant en lui la négation, en faisant apparaître que dans tout soi, dans tout en soi, dans tout en soi que ce soit, il y a toujours déjà impliqué l'autre, c'est-à-dire l'opposé de ce soi. L'opposé est en moi, n'est-ce pas ? C'est ça, la grande idée. Il n'y a pas de soi qui ne soit pas travaillé déjà par son autre, au-dedans le lui-même, et donc porté à devenir. Oui, c'est parce qu'il y a du non en moi que je suis amené à dépasser ce non. Donc cette auto-négation produit l'automouvement, comme on dit en termes hegeliens, c'est-à-dire que le fait que tout soit, tout en soi, est déjà du négatif en lui-même, fait qu'il est amené à dépasser ce négatif et donc à se promouvoir comme devenir. C'est-à-dire que Hegel a conçu le devenir en portant la contradiction au sein du concept. C'est la grande force hegelienne, n'est-ce pas ? Porter la contradiction au sein du concept. Au sein de l'en-soi.
Contradiction qui est donc interne, non pas adventice, fortuite, mais nécessaire, que dans le même, il y a toujours de l'autre déjà à l'œuvre. Dans le même, il y a toujours de l'autre déjà à l'œuvre, comme dit Hegel, n'est-ce pas? Le phénomène est négativité. Le contraire, donc, n'est pas extérieur à l'essence, il est déjà au travail en elle-même. Et cette négation de soi, interne à soi, porte le soi dans son développement. Développement qui est donc autodéveloppement, parce que justement, pour dépasser ce négatif en moi, conduit à un dépassement. Donc le concept véritable, vous voyez, c'est un concept de vie, c'est-à-dire un concept de l'autodéveloppement des choses. Autodépassement. Donc Hegel a mis la vie dans le concept en y logeant la négation. C'est la vieille phrase scolastique, toute détermination est négation. Omni determinatio negatio est. Toute détermination est négation. Bien, cette phrase-là, Hegel la prend au sérieux, si je puis dire, radicalement. Toute détermination est négation. Non pas seulement négation de l'extérieur, de l'autre au dehors, mais négation interne. Toute détermination est déjà une négation au sein du soi, au sein du même. Toute détermination, toute propriété, toute qualité, tout en soi, tenant en soi-même sa négation, est portée de soi-même à se contredire, donc à se dépasser, donc est emportée dans un devenir. Donc, en pensant à la contradiction comme interne, Hegel met la vie dans le concept, en produit le concept de vie, rend le concept ouvert au devenir, ouvert à l'histoire. Bref, c'est ça qui est essentiel, c'est que le concept s'ouvre à l'histoire. Je vous cite seulement une phrase, rassurez-vous, une seule de la logique de Hegel, paragraphe 110. La progression du concept est un développement. Entwicklung. Développement. Le concept, ça se développe. Parce qu'il y a justement du négatif en lui, il se développe. Ce n'est pas un statique, non, c'est un dynamique, ou c'est un, disons mieux, dialectique. En tant que ce qui est différencié est immédiatement posé comme identique. Donc la différence n'est pas dehors, elle est déjà dedans. L'autre est en soi, bref, je peux me répéter. Ce qui est important, c'est que... Alors qu'est-ce qui nous résiste là-dedans? Qu'est-ce qui fait que c'est si difficile? Mais je garde ça pour la suite parce que j'ai prévu de parler de la dialectique prochainement. Mais c'est le problème du langage. C'est que le langage, lui, il reste dans les définitions. Or, nous pensons avec le langage. Or, le langage, lui, il pense la force comme force, définissant la force, la faiblesse comme faiblesse, définissant la faiblesse. Or, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour penser dialectiquement? C'est que je pense comment, dans la force, il y a de la faiblesse, et comment dans la faiblesse, il y a de la force. Et donc, il faut que je travaille contre le langage. C'est ça qui fait que la dialectique est difficile à penser, c'est qu'elle nous oblige à penser contre le langage. Le langage, lui, définit. Et il définit des qualités, des propriétés, des en soi, bref, définition. Donc, des mêmes. Et le langage en tant que tel ne peut pas donc introduire l'autre dans le même. Il faut donc la pensée travaille contre le langage, contre l'identification à laquelle aboutit la définition du langage, pour faire apparaître de l'autre dans le même. Et ainsi, penser ce qu'il y a de faiblesse dans la force, ou ce qu'il y a de force dans la faiblesse. Bref, je reprendrai ça une prochaine fois avec la dialectique du maître et de l'esclave. Bon, j'en viens à ce qui me paraît plus à faire, c'est-à-dire non seulement définir le concept du dehors, qu'est-ce qu'un concept, plutôt ne pas le définir plutôt seulement par lui-même, mais par ses limites. Donc je vais engager là une critique du concept pour reprendre cette définition que je viens de faire, mais négativement, pour penser finalement le concept à partir de ce qui échappe au concept. Et d'abord, revenir sur ce concept du concept. D'abord constater que les Grecs ont produit le concept, la pensée du concept, il n'y a pas le mot. On dit en grec, je vais dire idea, eidos, genos. C'est seulement chez Kant, n'est-ce pas, essentiellement, fin du XVIIIe, que est conçu le concept sous un nom propre, qui sera Begriff, le concept. Mais, que signifie donc Begriff? Est-ce qu'on peut faire abstraction de la langue? Est-ce que concept, ce mot-là, est un mot neutre? Puis il est pris dans la langue. Et comment puis-je m'abstraire de la langue? Comment puis-je abstraire le concept de concept du mot qui dit le concept? Je vais dire en allemand, Begriff, mais c'est l'allemand qui le dit. Et l'allemand le dit comment? Begriff, saisi. Begreifen, saisir, saisi.
Et là, il y a une opération kantienne qui donne un sens défini, que j'ai dit rapidement, n'est-ce pas, du bégriffe comme saisi par l'entendement, mettant en forme l'informe de la sensation. Se trouve en latin préhension, appréhension, prendre. Vous trouvez en grec. En grec, c'est un terme qui est un terme stoïcien, catalepsis. Katalambano, c'est prendre. Donc l'idée est que la pensée prend, la pensée saisit, et que le concept, c'est l'opération, c'est l'outil de la saisie. C'est l'outil par lequel on prend, par lequel on a prise. C'est ça le concept. Donc l'idée de prendre, mettre la main sur et la serrer. Mettre la main sur et la serrer, vous savez, c'est le thème de Zénon. Les stoïciens, Zénon nous dit, voilà, la main étendue, les doigts ouverts, ça c'est l'appréhension. Je replie un peu les doigts, là je comprends. Je replie vraiment les doigts, là c'est la fantasia cataleptique. L'opération donc de compréhension, je serre la main. Et puis si je prends l'autre main et que je la mets dessus, que je serre le poing, alors là je prends, c'est la science. Parce que donc, de la main ouverte, appréhensive, la main qui se referme, qui acquiesce, l'assentiment qui se resserre, qui fait la compréhension, et puis je mets l'autre main dessus et je ferme bien le poing, là je stabilise ma compréhension, c'est la science qui stabilise la compréhension. Bon. Donc vous voyez à quel point nous sommes travaillés par l'idée de la prise. Alors la question va être, qu'est-ce qu'on ne peut pas prendre? Qu'est-ce qui échappe à la prise? C'est ça donc ce qui échappe au concept. Mais est-ce que ce sémantisme de la prise est le seul? Non. Il y en a un autre, rival, dans la pensée du concept. Et donc le concept ne peut pas s'échapper du mot qui le désigne. Donc l'effort du concept pour s'abstraire du terme concept est un effort difficile à faire aboutir. Puisque l'autre sémantisme dans la conception, c'est quoi? La mère qui conçoit l'enfant. Conception au sens de l'Immaculée Conception. Hein, la conception. Et c'est une tradition de la philosophie aussi, médiévale, chez Thomas d'Aquin. C'est-à-dire que le concept, c'est ce qui est conçu comme l'embryon conçu. Donc le concept, c'est l'embryon de l'esprit. Donc conception à la fois au sens de prise, capere, prendre avec, ensemble, cum capere, compréhension, saisie d'un tout par rassemblement, mais aussi bien sémantisme de la conception comme étant le pouvoir de l'esprit de concevoir, c'est-à-dire d'enfanter. Hein. Et c'est donc la tradition médiévale, conceptus, chez saint Thomas d'Aquin, je laisse tout ça de côté, mais en tout cas l'idée, vous voyez qu'on n'est pas dans le simple là. Il y a un travail, une tension sémantique dont on ne peut pas faire totalement abstraction. Ou jusqu'où peut-on en faire abstraction? De cette pensée du concept comme enfantement, ben c'est ce qu'exploite Hegel. Hein. Hegel, quand il dit que le concept, c'est le gland par rapport à l'arbre. Je vous cite passage esthétique. Quand le gland s'est développé, pour devenir un arbre, nous avons devant nous la réalité du gland. Le gland en tant que germe est le concept, l'arbre est la réalité. Vous voyez qu'on est bien dans ce sémantisme du gland, du germe, du développement, Entwicklung, aboutissant à l'arbre. Bref, il y a donc le mot n'est pas simple. Hein, pris dans cette tension entre la conception comme étant saisie, capere, et puis la conception comme étant enfantement. Bref. Et alors si je m'ouvre à la diversité de l'Europe, parce qu'il faut voir la rivalité des langues, il faut voir ce qui fait Europe. L'Europe, c'est justement cette diversité de ressources. Si je parle de concetto en italien, ce n'est pas le concept allemand, ce n'est pas le bégriffe, même si aujourd'hui concetto en italien a absorbé l'idée kantienne du bégriffe. Mais concetto en italien signifie autre chose. Je dirais tout autre chose. C'est le trait d'esprit, c'est dans le langage des peintres, déjà chez Dante, mais dans le langage des peintres, chez Vasari, c'est la figuration inventive du dessin. C'est ça, le concetto. Même si concetto ensuite a pu absorber le sens kantien universitaire qui s'est imposé depuis, eh bien, c'est ça. Et donc, on voit toute autre chose qui se dessine, qui est l'Italie, mais l'Italie et l'Espagne, c'est-à-dire l'Europe du Sud, celle qui n'a pas connu le concept du bégriffe, de la saisie théorique, unitaire, synthétique, bref, formalisante ou dialectisante, qui est cette autre chose, qui est cette floraison de l'art, du concetto comme étant cette figuration inventive, essentiellement métaphorique, du trait d'esprit, subtil. Hein. Le concept au sens kantien n'est pas subtil. Il met en forme. Donc il y a quelque chose d'autre, et quand le concept en français est ouvert comme ça dans cette diversité,
qu'il ne faut pas comme ça occulter ou rabattre. Le conceptisme